Aujourd'hui, on vous propose un petit tutoriel pour faire le point au niveau des règles de réduction du risque de dérive en viticulture. Vous le savez peut-être, à partir de 2025, les contrôles sur ce point vont entraîner des sanctions s'il y a des non-conformités. C'est pourquoi on vous propose un tutoriel pour bien s'y préparer. Donc on a mis un document d'aide à la décision et aujourd'hui on va voir son utilisation ensemble. Ce document, il est disponible sur vitiplus.ch dans la rubrique PER et certificats et documents de contrôle. Alors peut-être que cette page vous êtes déjà habitué, mais vous retrouvez le journal d'exploitation 2025 et puis surtout cette nouvelle rubrique outils dérive et ruissellement. Aujourd'hui, on va parler spécifiquement de dérive et donc je vous propose de cliquer sur le schéma de décision pour comprendre les règles de dérive. En cliquant là-dessus, vous allez arriver sur un petit document PDF avec un arbre de décision. Donc on va voir ensemble comment s'y retrouver là-dedans. Donc le départ, c'est se poser la question, est-ce que j'ai déjà l'équivalent d'un point de réduction du risque de dérive pour chaque traitement? C'est une contrainte, en gros une recommandation qui existe dans les prestations écologiques requises depuis 2023. Alors, on va cliquer sur le petit i d'information pour savoir exactement qu'est-ce qu'on nous demande ici. Alors, vous arrivez sur une page et ici, on a repris les mesures les plus courantes, les plus faciles à mettre en place pour obtenir un point de réduction de risque de dérive. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est d'aller chercher par exemple celle-ci. C'est quand on utilise un pulvérisateur à flux d'air horizontal orientable avec limitation de hauteur, c'est-à-dire quand on a un turbo avec des ailettes, des petits déflecteurs en haut, on peut dire qu'on met en place cette mesure-ci. Et puis, la plupart du temps, on a une quantité d'air maximale brassée, disons, expulsée par le pulvérisateur qui est inférieure à 20 000 m3 par heure. Donc en fait, on a le droit de sommer ces points. Donc on a 0,5 avec celle-ci et 0,5 avec celle-là. Donc au final, on a un point. On peut aussi utiliser d'autres mesures qui donnent directement un point. On a le droit d'ajouter des mesures quand elles n'ont pas la même couleur. Par exemple, on pourrait prendre ça et du orange, etc. Bref, vous voyez un peu l'idée. Mais en gros, on peut se dire, tiens, dans la plupart des cas, on respecte ces deux choses-là, on a déjà un point. Donc on revient, et puis on va donc prendre ce chemin-là. Si jamais on se rend compte qu'on n'a pas encore de mesure qui nous donne un équivalent d'un point, eh bien, il va falloir vraiment se poser la question et regarder qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Parce que si c'est non, ça veut dire que les prestations écologiques ne sont pas respectées. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'on n'a même pas le droit au paiement direct et qu'on risque des sanctions. Donc voilà, si c'est non, je choisis une ou plusieurs mesures qui me donnent au moins un point de réduction du risque de la dérive. Et puis, dans les deux cas, après ça, on arrive à cette petite bulle. À cette étape, on va se demander si, dans mon parcellaire, j'ai des zones avec des sensibilités particulières et si, dans mon plan de traitement, j'ai des produits qui sont particulièrement, disons, dangereux pour des objets à protéger. Donc, on va s'occuper des cours d'eau, des biotopes ou des zones résidentielles. Alors, on peut aussi cliquer sur le petit i pour en savoir un peu plus. Ça nous amène à cette page et sur cette page, au moins pour retrouver les zones sensibles de notre parcellaire, on a deux ressources d'information. On peut aller directement à l'accès à la carte des biotopes. Alors, on parle des biotopes d'importance fédérale. Donc ici, je vous ai mis un lien et vous allez directement aller sur le guichet cartographique cantonal et vous avez en couleur le cadastre viticole. Donc vous voyez ces 7 couches ici avec différentes couleurs pour les différentes appellations. Et puis ici dans l'onglet environnement, dans la petite catégorie environnement, vous avez les inventaires fédéraux et ceux dont on s'occupe, c'est bas-marais, sites de reproduction des batraciens, prairies et pâturages. Alors si on zoome un peu sur la couche, un peu n'importe où, on voit que finalement ça concerne, allez on va dire des
zones relativement limitées. Mais donc c'est important pour vous de regarder où sont vos parcelles et puis de savoir s'il y a des zones à proximité de ces biotopes d'inventaire fédéraux. Donc ça c'est la première source d'information à prendre en compte. Et puis on a aussi on revient à cette page-là, la carte fédérale des cours d'eau. Donc ça c'est celle qui fait référence actuellement pour les contrôles. Et donc vous retrouvez directement une carte avec le vignoble et puis les cours d'eau marqués en bleu avec un tiret continu. Donc c'est là qu'il faut faire un petit peu attention. Donc là effectivement ça concerne beaucoup plus d'endroits. Donc à partir de ces deux sources d'information, vous avez une idée un petit peu plus précise, pardon, on va revenir à ça, des zones peut-être plus sensibles de votre vignoble. Maintenant, c'est en lien avec les produits et l'homologation des produits, pardon. Donc pour savoir s'il y a des distances spécifiques à respecter selon les produits que vous utilisez. Alors, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez soit regarder dans l'index des produits phytosanitaires pour la viticulture de 2025, donc diffusé par Agroscope chaque année. Et puis, vous avez 3 colonnes sur lesquelles on va se pencher. C'est ES, donc ça concerne les cours d'eau, B comme biotope, et T, pas vraiment, mais comme zone résidentielle. Et donc, vous voyez, en fonction des produits, vous avez soit rien, par exemple, leucocide, on n'a aucune mention spécifique, mais par contre, pour l'Ibiza, on doit respecter 50 mètres de zone non traitée par rapport au cours d'eau, et puis rien pour les biotopes et les zones résidentielles. Donc, vous retrouvez, deuxième source d'information, vous retrouvez aussi ces distances, produit par produit, sur l'index des produits phytosanitaires de l'OSAV, dans les petits numéros. Alors, c'est vraiment pas pratique, mais en tout cas, quand vous regardez ces numéros, vous revenez en bas de la liste, et puis vous voyez, par exemple, ça c'est pour Ibiza, la donnée qu'on a ici, donc la distance au cours d'eau pour l'Ibiza, on le retrouve sur chaque fiche produit qui est en ligne sur le SAV. Ici, vous retrouvez 50 mètres par rapport aux autres surfaces. Sinon, vous avez encore une troisième option où, lorsque vous téléchargez le journal d'exploitation qu'on vous propose pour 2025, donc en l'ouvrant ici, bien, hop, voilà, vous remplirez par exemple vos traitements, donc avec différents produits. Je mets vraiment des choses au hasard pour vraiment vous montrer, hop, n'importe quoi, tac, et puis ça. Donc déjà, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais en tout cas, il y a les numéros d'homologation qui sont remplis automatiquement. Et puis ici, c'est les niveaux de toxicité pour les diphodromes. Ce que je veux voir avec vous, c'est ici l'onglet récapitulatif contraintes dérivés ruissellement. Ça vous reprend au niveau des fongicides, de ce qu'on vient de remplir, les différents noms des produits que vous avez utilisés. Et puis, dans les colonnes contraintes, dérives, vous retrouvez, par exemple, pour le Valis, il faut 20 mètres de zone non traitée par rapport aux autres surfaces. Rien de spécifique par rapport au biotope, ni par rapport aux zones résidentielles. Et donc, vous aurez la liste pour tous vos produits. Quand vous remplirez aussi les onglets sur l'éventuelle utilisation d'insecticides, acaricides ou ici d'herbicides, vous retrouverez également les contraintes ici dans ces colonnes insecticides et ces herbicides avec les produits et les contraintes. Donc, si après cette étape, vous n'avez identifié aucune zone sensible à proximité de votre parcellaire, ou bien que dans la liste de vos produits, il n'y a aucun produit avec des mentions particulières, il y a juste des petits traits ou rien de marqué, vous pouvez prendre ce chemin. Donc, si éventuellement vous avez par exemple des cours d'eau ou des choses comme ça, mais avec que des produits qui n'ont pas de distance particulière, il faudra quand même respecter 3 mètres de zone non traitée pour les fongicides, 6 mètres pour herbicides, acaricides, insecticides, et pas de distance spécifique à respecter pour les biotopes ou des zones résidentielles. Ok. Maintenant, si vous avez des zones
disons, sensibles et des produits qui mentionnent une certaine distance de zone non traitée. Alors vous êtes plutôt dans ce cas-là. Maintenant, il faut vous poser la question, est-ce que vous souhaitez réduire la distance non traitée de plus qu'un point dérive? C'est-à-dire qu'en fait, on a déjà mis en œuvre un point de réduction à dérive avec cette étape, juste pour respecter les PER. Donc, quand on clique sur le petit i, on se demande, de base, je suis déjà, disons, dans ces distances-là. Ça veut dire que si mon produit mentionne 20 mètres à respecter pour les distances concernant les autres surfaces, avec mon point pour les PER, je suis déjà à 6 mètres. Est-ce que j'ai envie de réduire de plus que 6 mètres des distances? Alors peut-être que c'est un mauvais exemple, parce que dans les PER, même en mettant plus de mesures en place, on ne pourra jamais réduire à moins de 6 mètres pour les cours d'eau. Par contre, si on reprend le même exemple, et puis c'est une distance à un biotope qui est de 20 mètres, qu'on veut réduire. Donc avec le point PER, on est déjà à 6 mètres. Par contre, si on met en œuvre davantage de mesures qui nous donnent davantage de points, on continue à réduire ces distances de non-traitement. Donc on peut aller jusqu'à 3 mètres par rapport au biotope et ou alors aux zones résidentielles, ou voire jusqu'à 0 mètre si on met en œuvre 3 points de réduction de risque de la dérive. Ce qui est important aussi à noter sur ce schéma, c'est qu'on retrouve que quand il n'y a aucune mention spécifique, aucune mention particulière de zone de non-traitement, on retrouve les distances qu'on avait avant, c'est-à-dire 3 mètres de distance par rapport aux autres surfaces, et par contre, par rapport aux biotopes et aux zones résidentielles, c'est 0 mètre. Si un autre élément à prendre en compte, c'est que vous voyez, dès qu'il y a une mention, par exemple, de 6 mètres qui concernerait la distance aux autres surfaces, peu importe le nombre de points, le nombre de mesures qu'on va mettre en œuvre pour avoir même jusqu'à 3 points, on ne pourra pas diminuer cette distance au cours d'eau. Il n'est pas nécessaire de sommer, on va dire, des points relatifs au PER et des points relatifs à l'homologation. Quand on met une mesure qui nous donne un point, elle compte à la fois pour les PER et pour réduire les distances. Donc on a pris un petit peu d'avance sur ce schéma, mais donc soit les distances de zones non traitées nous conviennent et finalement on respecte, que ce soit 6 mètres ou 20 mètres ou quoi que ce soit. Donc on ne souhaite pas réduire la distance, donc on prend ce chemin-là, je respecte les distances mentionnées sur les produits par rapport aux cours d'eau, biotopes et zones résidentielles. Si par contre je veux réduire cette zone de non-traitement, je choisis d'autres mesures pour ajouter des points et donc diminuer les zones non traitées. Et ensuite, pour le contrôle, pour vérifier que vous avez bien, disons, réfléchi à la situation, on vous propose un petit document que je vais vous présenter ici. Donc sur ce schéma de décision, en cliquant sur cette petite icône, vous accédez à un exemple de document rempli. Donc ce qu'on peut y retrouver, c'est différentes colonnes avec des groupes de parcelles. Par exemple, s'il y a toute une zone pays ou tout un ensemble de parcelles que vous traitez de la même manière, qui est pas du tout à proximité de zones sensibles ou quoi, on vous propose de les regrouper dans une première colonne. Et puis là, vous pouvez mettre des croix en face des mesures que vous avez mis en place. Par exemple, si vous avez aucune zone sensible et que partout vous faites le même programme de traitement, on a vu tout au début que vous pouvez cocher la case ici avec limitation de la hauteur et puis une case quantité d'air maximale inférieure à 20 000 m3 par heure. Ça vous fera le 0,5 et 0,5, ça vous fera le 1 point. Donc ici c'est un exemple de remplissage, mais le fichier, vous pouvez le retrouver toujours sur Wiki+, soit ici, vous l'avez sous forme
vide, on va dire, que vous pouvez totalement imprimer et remplir à la main, soit vous avez le format informatique ici, à ouvrir donc avec Excel, si il veut bien. Voilà. Donc ici c'est dérive en exemple, et puis ici c'est dérive à remplir. Donc là par exemple vous mettez toutes les parcelles, vous mettez que vous remplissez cette mesure et puis cette mesure là, et en bas vous avez un point. Donc voilà, on va dire que cette colonne, cette première colonne, c'est le cas général où finalement on n'a pas forcément de zone sensible, ou si on a des zones à proximité des cours d'eau par exemple, un point lié au PER nous suffit pour avoir une distance acceptable. Maintenant, ce qu'on va voir, on va imaginer un deuxième type de parcelle où ce sont des parcelles qui sont proches d'un cours d'eau par exemple, et puis dans le plan de traitement, on a des produits qui demandent par exemple 50 mètres de zone non traitée par rapport aux eaux de surface. Donc comme par exemple celui-ci ou celui-là. Enfin bref, vous avez compris. Donc à ce moment-là, on se dit que avec un point obligatoire pour les PER, avec une distance de base de 50 mètres dans l'homologation, on atteindrait un 20 mètres de zone non traitée. Mais on se dit quand même que 20 mètres de zone non traitée, c'est trop important. Nous, on veut traiter à 6 mètres de ces cours d'eau, par exemple. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on vise 2 points, l'équivalent de la mise en place de mesures qui donnent 2 points de réduction de dérive. Donc on reprend notre schéma de contrôle. Donc là, on dit pour produit X sur parcelle Y, on veut 2 points de réduction. Et donc, on va, par exemple, utiliser le pulvérisateur, toujours le même, qui nous donnerait 0,5. Et puis, on pourrait dire que on a la quantité d'air maximale 20 000 m3 par heure, c'est comme tout à l'heure. Mais par contre, on fait un effort et qu'à ce moment-là, on pulvérise uniquement vers l'intérieur sur les 5 premiers rangs de la bordure. Ok, donc là, ça nous fait 1,5. Et puis, pour ces parcelles-là, ces traitements avec ce produit-là, on va utiliser des buses antidérives qui nous donnent également 0,5 points. Donc ça fait qu'on arrive à respecter les 2 points qui sont nécessaires pour réduire cette zone de non-traitement à 6 mètres. Voilà, j'espère que ça a été à peu près clair. Donc l'idée c'est d'utiliser ce document-là lors de vos contrôles. C'est assez simple à remplir quand on a compris la démarche. De toute façon, s'il y a quoi que ce soit qui n'est pas clair, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Et puis, l'intérêt aussi, c'est que si vous changez pas de programme de traitement, normalement, il sera valable pour les prochaines années à venir. Voilà, merci de votre attention. À bientôt, au revoir.